Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Épisode spécial cette fois-ci, nous n'allons pas vraiment aller dans une matière spécifique, comme je l'ai déjà fait par le passé, donc ce sera un épisode, on va dire, un peu plus soft ou fun, vous de voir un peu. Ce que nous allons faire ici aujourd'hui, c'est que je me suis demandé si, vu que c'est un sujet d'actualité, si le fameux ChatGPT serait un bon conseil fiscal. Donc voilà, j'ai préparé quelques questions que nous allons lui poser ensemble et nous allons voir comment il réagit et voir si il pourrait bientôt peut-être prendre ma place auprès de vous. Voilà, donc nouveau cadre, si j'ose dire. Là, pour le coup, je me permets cette fois-ci de mettre mon micro à bon niveau pour que vous puissiez entendre bien tout comment ça va se passer. Donc, nous avons ici, donc je me suis permis de m'assurer, bien entendu, qu'il n'avait pas de mémoire d'autres conversations que j'avais eues avec lui pour que l'expérience se passe bien. Petite précision, bien entendu, il y a certainement un biais qui s'opère dans le cadre de cette expérience. C'est-à-dire que, par définition, je lui pose des questions auxquelles je connais la réponse et laquelle je m'attends à ce qu'il me réponde correctement. En tout cas, il va essayer. Si par contre, vous êtes bien entendu quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la fiscalité, il est fort probable que vous orientez potentiellement votre question de la mauvaise manière et qu'il vous donne une mauvaise réponse. Donc, tenez bien ça en compte que, en fonction de si la manière dont vous allez formuler votre question peut bien entendu conduire à ce que cette intelligence artificielle ne vous réponde pas correctement. Donc, gardez ça en tête. J'ai pris ici, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine de questions que j'ai un peu imaginées compte tenu de ma pratique de la fiscalité. Et donc, on va voir un peu ce que ChatGPT va pouvoir nous dire sur la question. Je vais commencer avec une première question en matière de TVA. Donc, on va dire en matière de TVA en Belgique. Une personne est dirigeante d'entreprise et également indépendant avec un numéro d'entreprise et donc est dirigeant d'entreprise, également indépendant avec un numéro d'entreprise et soumis à la TVA. Doit-il demander, petite erreur de la faute de frappe, doit-il demander de la TVA sur la rémunération qu'il reçoit de la société pour laquelle il est dirigeant? Voyons ça. Je le laisse un peu finir. On voit déjà qu'il a une réponse assez concertante. En Belgique, la rémunération perçue par un dirigeant d'entreprise pour son mandat de gestion au sein de cette entreprise n'est généralement pas soumise à la TVA. Il a tout à fait raison. Selon l'administration fiscale belge, les rémunérations des dirigeants sont considérées comme des rémunérations pour services rendus en tant que travailleurs et sont donc généralement soumises aux cotisations sociales et à l'impôt des personnes physiques, mais pas à la TVA. Il a tout à fait raison. Il aurait pu justifier cela par un article du code TVA, mais sur le fond, c'est la bonne réponse. Cependant, il convient de noter qu'il peut y avoir des situations particulières où la TVA peut être applicable à certaines prestations fournies par le dirigeant à l'entreprise. Par exemple, si le dirigeant fournit des services distincts à son mandat de gestion, tout à fait, ces services peuvent être soumis à la TVA s'ils entrent dans le champ d'application de la taxe. Il est donc recommandé de consulter un comptable ou un expert fiscal pour une évaluation précise de la situation des obligations fiscales spécifiques à votre cas. Tout à fait. Alors, plus intéressant, nous allons essayer ça. En Belgique. Petit problème de... ah oui, j'en profite pour signaler une petite chose quand même à cet instant. Attendez, on peut peut-être vite essayer, ça va être ça. Vous allez vous rendre compte qu'il ne peut pas répondre, mais jusqu'à un certain niveau. Vous allez vous rendre compte, attendez, je vais lui demander, est-ce que tu peux m'écrire un modèle de contrat de bail pour la Belgique? Ah tiens, ce coup-ci, il le fait quand même. Vous voyez le temps qu'il ferait. Il m'avait déjà fait le coup, en fait, par le passé, en me disant qu'il n'avait pas le droit, soi-disant comme intelligence artificielle, donc de proposer donc des contrats types.
Bon, ici, je me rends compte qu'il se lance. Alors, je suis assez curieux de voir... malheureusement, j'attends qu'il y ferme. Il s'est arrêté en cours de route. Hein. Forcément, il ne va jamais jusqu'au bout. C'est toujours le problème. Alors, il a fait un contrat de bail résidentiel. C'est intéressant. Par contre, il ne m'a pas demandé dans quelle région ça a lieu. Donc, ceci, ça peut être un peu amusant, sachant que les règles sont différentes suivant les régions pour les bails de résidence principale. Mais enfin, voilà. Mais donc, parfois, il peut bugger sur ce genre de choses. Mais voilà, petite anecdote. On va lui poser une vraie question maintenant. En Belgique. Donc, quel est le montant maximal brut qu'un on va dire, qu'un étudiant peut percevoir attendez, on va plutôt préciser quelque chose. Je vais un peu remodifier ma question. Quel est le montant maximal de rente alimentaire qu'un étudiant, disons, plus de 18 ans en peut percevoir tout en restant fiscalement à charge de ses parents. Alors, en Belgique, il n'y a pas de montant maximal spécifique des rentes alimentaires d'un étudiant âgé de plus de 18 ans. On peut percevoir tout en restant fiscalement chez ses parents. C'est pas tout à fait vrai. La condition principale pour qu'un étudiant reste fiscalement chez ses parents est qu'il dépend économiquement d'eux. Alors c'est vrai, mais il y a quand même des seuils qui existent. Cependant, il est important de noter que la législation fiscale belge prévoit des plafonds, de revenus au-dessus desquels un enfant ne peut plus être considéré comme étant à charge de ses parents. Ces plafonds varient en fonction de la situation familiale et doivent être respectés pour bénéficier des avantages fiscaux liés à la charge de l'enfant. Ok. Il est recommandé de consulter un comptable en expert pour obtenir des informations précises sur les plafonds de revenus en vigueur et sur la manière dont ils s'appliquent à votre situation fiscale. Les règles fiscales peuvent être complexes et peuvent varier en fonction des différents facteurs individuels. Ok, donc il ne se mouille pas. Je serais tenté de le titiller un petit peu sur les plafonds, mais je sens qu'il n'a pas envie justement d'aller plus loin, donc je vais le laisser à ce stade. Ah, là, autre question intéressante. En Belgique, si le propriétaire d'un immeuble n'est pas résident fiscal belge, doit-il introduire une déclaration à l'impôt des non-résidents? Il y aura un peu ce qu'il vient de dire. Ah. Il me dit beaucoup de choses qui est un peu compliquées de nouveau. Alors, j'aime bien, il est toujours à la fin, donc il est recommandé de consulter un comptable ou un expert fiscal. Alors, on sent bien qu'il n'est pas tellement à l'aise, hein, donc on va voir. Oui, alors oui, en logique, si le propriétaire d'un immeuble n'est pas résident fiscal belge, il est généralement tenu de remplir une déclaration à l'impôt des résidents. C'est une généralité, mais il ne trouve pas l'exception. Cette déclaration permet à l'administration fiscale belge de déterminer le montant des impôts dus sur les revenus immobiliers belges. L'impôt des non-résidents concerne des personnes qui ne sont pas domiciliées comme résidents fiscaux, on s'en fout. La déclaration à l'impôt des non-résidents doit déclarer revenus reprennent. Voilà, donc en fait, ce qu'il n'a pas relevé ici, c'est qu'en fait, il existe un seuil, je ne sais plus, je ne suis plus tout à fait sûr du montant, je crois que c'est... je crois que si le revenu cadastral en fait n'est pas supérieur à 2500 € de tête, mais je dois vérifier le montant exact, eh bien cette obligation n'existe pas. Le précompte immobilier représente du coup la seule imposition sur que le non-résident va avoir, et donc il ne sera pas tenu de déposer une déclaration à l'impôt des non-résidents. Donc là-dessus, de nouveau, il reste général, il ne se mouille pas, mais donc du coup il est passé un peu à côté. Alors, on va encore en faire quelques-unes pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Si j'achète une habitation dans la région de Bruxelles capitale en 2021, puis-je déduire les sommes que je paye pour rembourser mon crédit
hypothécaire. Voyons ce qu'il va nous dire. Où il cherche. Alors. J'ai peut-être effectivement loupé une information, je vais sans doute y revenir. Petite précision, cette habitation, je vais y installer ma résidence principale. Est-ce que ta réponse change dans ce cas? Ah oui, donc il ne se lance pas. Donc il a tort. Il a complètement tort. On va lire sa réponse, mais je peux déjà vous dire qu'il a tort. Donc, il nous dit, dans le cas où vous avez installé les déductions fiscales pour remboursement de crédit hypothécaire peuvent être avantageuses. Sur le principe, ok, voici quelques éléments supplémentaires à prendre en compte. Prêt hypothécaire, comme mentionné précédemment, vous devez avoir contracté un prêt hypothécaire pour financer l'achat, la construction, la rénovation de votre habitation. Résidence principale, comme vous y installez votre résidence principale, vous pouvez bénéficier des déductions fiscales plus avantageuses par rapport à d'autres types de biens immobiliers, tels que les biens destinés à la location, montant déductible, plafond, durée de... Ce qu'il oublie, c'est que en région de Bruxelles-Capitale, il n'y a plus de déduction des emprunts hypothécaires pour notre habitation depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2016. Donc, nous sommes face à un cas où, malheureusement, on sent... Alors, n'oublions pas que normalement, le ChatGPT, c'est pour ça que je lui ai demandé 2021, il est à jour jusqu'à quelque part, je crois, juillet 2021 ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je lui ai posé cette question à ce moment-là. Mais voilà, nous sommes face à une règle qui a changé en 2016. Il n'est pas à jour, il n'arrive pas à vous donner la bonne réponse. Attention. Je vois que ça nous fait déjà 11 minutes, je vais plus en faire beaucoup. Qu'est-ce que je vais essayer d'encore en prendre une ou deux pour finir des choses pas très compliquées. Prenons quelque chose d'assez simple ici. Donc voilà, nous avons donc un salarié en Belgique réalise une plus-value sur action hors du cadre de son activité professionnelle. Cette plus-value est-elle taxable? Voyons ce qu'il nous dit. Alors, en Belgique, la taxation des plus-values sur actions réalisées par un salarié en dehors du cadre de l'activité professionnelle prend plusieurs facteurs. Voici quelques éléments importants à considérer. Régime fiscal. Les plus-values sur actions peuvent être traitées différemment selon qu'elles relèvent du régime des revenus mobiliers ou du revenu des revenus professionnels, mais je dis que ce n'était pas des revenus professionnels. Caractère occasionnel ou habituel. Si la réalisation des plus-values sur actions est considérée comme occasionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas une activité professionnelle régulière, les gains peuvent être traités comme des revenus mobiliers. C'est pas tout à fait correct, mais enfin bon, admettons. Imposition des revenus mobiliers. En règle générale, les revenus mobiliers, y compris les plus-values sur actions, sont soumis à une taxe de 30% en Belgique. Alors, oui, mais c'est pas en qualité de revenus mobiliers, c'est en qualité de revenus divers. Alors c'est de la sémantique, mais quand même. Cependant, certaines exonérations ou réductions d'impôts peuvent s'appliquer en fonction de la durée de la détention des actions, de la nature spécifique des gains. Ok, activité professionnelle. Donc, ce que j'aurais voulu qu'il me parle, bien entendu, c'était de la gestion normale de patrimoine privé. Pas haut. Ok. À côté, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que nous pouvons encore essayer? On va essayer une dernière question de succession, ça me semble pas mal. Donc, en Belgique, un père décède avec un héritage. Bon, je vais plutôt faire mon père. C'est un peu moins drôle, mais au moins comme ça, il ne pourra pas penser que c'est que c'est un conseil. Donc, en Belgique, mon père décède avec un héritage de 100 000 euros. Dans son testament, il déclare qu'il me doit 10 000 euros. Sur combien vais-je payer des droits de succession? Voyons ce qu'il me dit. En Belgique, les droits.
Alors, en Belgique, les droits de succession sont calculés en fonction de la valeur de l'héritage reçu, bien sûr. Dans ce cas, si votre père décède avec un héritage de 100 000 euros, vous allez payer les droits de succession sur cette somme totale. Cependant, la dette de 10 000 euros mentionnée dans le testament est prise en compte lors des calculs des droits de succession. Si elle n'est reconnue que par testament, non. Justement, c'est là le piège dans lequel il s'est engouffré. Elle est déduite de la valeur de l'héritage avant l'application des taux de taxation. Si elle est prouvée autrement que par testament, oui, mais pas par testament. Ainsi, dans votre situation, si la dette de 10 000 euros est confirmée et acceptée par les autorités compétentes, ce qui ne sera pas le cas, les droits de succession seront calculés sur la valeur nette de l'héritage, soit 100 000 euros moins la dette de 10 000 euros, c'est-à-dire 90 000 euros. Il est important de noter que les taux de taxation des droits de succession en Belgique varient en fonction du lieu, lien de parenté. Voilà. Encore une fois, voilà, on se rend compte qu'il a des notions, mais malheureusement, en tout cas pour l'instant, il n'est pas encore en mesure de nous donner correctement toutes les réponses. Voilà, nous avons fini avec cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, des réponses assez intéressantes, même si parfois il faut un peu l'orienter et avec quelques, pareil, des réponses toujours parfaites. Donc voilà, je pense qu'heureusement, j'ai encore un peu d'avenir avec vous dans les années à venir. Pour le reste, voilà, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas pour vos questions fiscales à consulter un professionnel du chiffre qui pourra vous aider. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.